Bienvenue à Expérience 4.0. Ici Simon Lemire, votre animateur du groupe Lacoste. Aujourd'hui, on fait le point sur l'innovation marketing dans le domaine industriel. On reçoit Caroline Robin, coordonnatrice partenariat chez MEC, les manufacturiers exportateurs du Québec. Vous écoutez Expérience 4.0, propulsé par Groupe Lacoste, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Caroline. Salut Simon. Bienvenue. Merci. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. C'est moi qui suis contente. Merci pour l'invitation. Ça me fait grandement plaisir. On fait le point sur l'innovation marketing dans le domaine industriel aujourd'hui, un point peut-être un peu méconnu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parle-moi un peu de toi, ton background, un peu, qu'est-ce que tu fais justement chez MEC, à quoi ressemble un peu là, ton quotidien à ce niveau-là? Oui, écoute, je travaille chez Manufacturiers Exportateurs du Québec maintenant depuis 1 an et je te dirais que je fais bien des affaires là-bas. Parce que donc j'ai commencé au partenariat comme tu le mentionnais, puis tranquillement pas vite en fait maintenant je m'occupe aussi un petit peu de la communication et je travaille aussi un petit peu sur les problématiques d'affaires publiques donc et je suis aussi sur le suivi des grands membres. Donc, nos membres les plus importants par chiffre d'affaires. Donc, voilà un petit peu pour mon expérience chez MEC. Mais sinon, vous vous doutez, je viens pas d'ici. Non, effectivement. Mais je sais, on se connaissait un peu avant. Oui. Tu viens du domaine des communications, tu viens du domaine des relations publiques, peut-être même plus B2C dans le domaine en général. Là. Puis là, maintenant, tu touches au secteur manufacturier, au secteur industriel. Pour toi, c'est-tu quand même un grand changement? Comment tu vois ça? C'est l'adaptation à ce niveau-là? Oui, alors je te dirais, alors déjà à la base de la base, en fait, je viens du B2B pur et dur parce que j'ai travaillé pendant 4 ans en cabinet d'avocat d'affaires. Alors, j'étais toujours pas avocate, comme tu l'as dit. Donc, je travaillais en communication. J'ai toujours travaillé en communication et en relations publiques. Mais voilà, après, donc, j'ai fait le changement. Là, on s'était rencontrés vers une agence qui était un petit peu plus grand public. Je suis passée un petit peu aussi par la musique. Enfin, j'ai fait plein de choses, toujours en relations publiques. Et en fait, c'est ça. J'avais envie, en fait, quand j'étais en agence, j'avais vraiment envie d'aider les entrepreneurs, tout simplement. Et en fait, il y a cette opportunité qui s'est ouverte chez MEC. Puis, j'ai sauté sur l'occasion. Alors après, est-ce que c'est un grand changement? Oui, puis non. Parce que je te dirais, moi, l'industrie, j'y connaissais rien. Il y a 1 an, tu parlais de l'industrie 4.0, j'étais comme, oui, j'ai un client vaguement qui m'en a parlé une fois. Mais bon, tu sais que c'est comme tout, là. Genre, je veux dire, comme quand je suis rentrée en cabinet d'avocat, tu penses que j'y connaissais quelque chose aux fusions-acquisitions, ou peu importe, là. Fait que... Mais au final, on réinvente pas nécessairement la roue, tu sais, t'es maître dans ton domaine, dans tout ce qui est élaboration de partenariats et tout. Exact. Puis t'as le désir d'aider les entrepreneurs, puis on le sait très bien, je pense, dans le milieu industriel, ils ont besoin aussi d'accompagnement. Vraiment, souvent, il y a un manque dans l'industrie d'accompagnement de ressources externes. Puis je pense chez MEC, justement, c'est ce que vous cherchez à faire au final comme objectif, c'est d'accompagner les entreprises manufacturières d'ici à croître justement sur plein de points qui m'amènent un peu au point d'aujourd'hui, l'innovation, mais l'innovation de marketing. Ouais. Je pense qu'il faut mettre en contexte un peu les gens qui nous écoutent. On parle d'innovation souvent dans le domaine industriel, on a tendance à focaliser sur les produits ou sur les services. Exact. Il existe plusieurs types d'innovation. D'ailleurs, j'en ai noté quelques-unes. Là, je suis pas non plus expert en innovation en général. Moi non plus, je te rassure. mais quand même, j'ai quelques notions. On parle de l'innovation continue, adjacente, rupture radicale, innovation de plusieurs procédés aussi, donc tout ce qui est procédé à l'interne, la machinerie, les opérations. Par contre, je pense qu'un point qui est quand même assez négligé, puis tu vas pouvoir peut-être me le confirmer, l'innovation marketing dans le domaine industriel. Pas nécessairement négligé, mais peut-être peu connu, peu employé comme type d'innovation. Comment tu vois ça, toi, de ton côté? Est-ce que tu penses que, justement, il y a certaines entreprises qui ne prennent pas en considération l'impact comme grandiose que l'innovation marketing peut apporter à son entreprise? Mais c'est sûr que, comme tu le dis, je te rejoins à 200% sur le fait que l'innovation chez les manufacturiers, en tout cas dans ce que j'ai observé, puis en discutant avec nos membres depuis pratiquement 1 an maintenant, c'est souvent quand même concentré autour du produit. C'est souvent concentré autour du produit ou
au mieux à l'élaboration, à l'amélioration des procédés. Mais il y a peu d'innovation, je te dirais, plus au niveau plus managérial ou plus culture d'entreprise, ou même ou repenser son modèle d'affaires, etc. Encore que. On pourrait en reparler encore longtemps de la crise, etc. Parce que c'est quand même venu pas mal changer toute la game. Clairement. Mais oui, effectivement, je suis d'accord que l'innovation et l'innovation marketing en particulier, la manière dont tu vas chercher tes clients est encore extrêmement traditionnelle, conservatrice. Et c'est vrai que moi, ce que j'observe en tout cas, c'est qu'on est encore toujours beaucoup dans une démarche de ça fait 20 ans que je fais ça, ou ça fait 30 ans que je le fais comme ça, puis ça a toujours marché comme ça, puis je vois pas j'ai pas besoin de tous ces gadgets, puis de toutes ces choses un peu qui brillent, sachant que, comme j'ai mes contacts, on se connaît, on fait de la bonne business ensemble, etc., etc. Carrément. Puis je pense que justement, vous avez justement sorti une statistique chez MEC. On parle ici au Québec, 55% de nos manufacturiers affirment que les ventes vont être pires que prévu. Ouais. Les ventes qui n'iront pas pour le mieux. Fait que 55%, c'est plus que la moitié de nos manufacturiers croient que justement la situation va être pire que prévu au niveau des ventes. Ça m'amène un peu à l'expérience client. L'objectif du podcast en général, c'est de ramener ça beaucoup à l'expérience client, qui est quoi? Marketing, vente, service client. Puis l'innovation peut toucher plusieurs facettes en fait de cette expérience client-là. Vu que la majorité, parce qu'on est en haut de 50%, des manufacturiers croient que leurs ventes vont être pires que prévu. Comment tu considères le changement au niveau de la méthodologie de vente à l'intérieur des entreprises? On s'entend qu'on va probablement retirer un peu le traditionnel, tout transite beaucoup vers le numérique. C'est clair. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça au niveau de l'innovation sur peut-être adopter certaines technologies? Jason. Mais c'est clair qu'en ce moment, on a beaucoup de manufacturiers qui nous appellent parce que je rappelle qu'on est vraiment là pour les soutenir au quotidien dans toutes leurs problématiques qui peuvent toucher leur compétitivité. Fait qu'on a beaucoup de manufacturiers qui nous appellent, puis on commence à avoir le besoin à l'interne de dire, là, c'est comme avec tout ce qui s'est passé et tout, parce que il y a eu la COVID, mais nous, avant ça, on a aussi été impactés par le train, le blocage des voies ferrées. Donc ça a comme mis un gros pavé dans la mare en mode, est-ce que j'ai vraiment toujours autant besoin d'aller chercher genre mon approvisionnement ou je sais pas quoi à l'autre bout du monde? Et en fait, ou mes distributeurs en fait à l'autre bout du monde et tout, et en fait donc j'ai l'impression que les manufacturiers sont vraiment en train de se questionner, de se dire comme finalement est-ce que je supprimerai pas le distributeur, comme ça pourrait être une option. Si je supprime le distributeur, il faut que je devienne moi-même mon distributeur. Fait qu'à ce moment-là, il faut que j'aille chercher moi-même mes clients. Genre, on va couper le middleman, puis je vais aller chercher moi-même mes clients. Fait que là, ça commence à être comme, là, j'aurais peut-être besoin d'un site transactionnel, j'aurais peut-être besoin de me renforcer en ligne. En fait, c'est souvent beaucoup ça qu'on entend, c'est se renforcer en ligne. Ce qui est encore quand même très ésotérique. On parle de transformation numérique, ça touche évidemment tout ce qui est marketing, vente, service, tout ce qui est site web optimisé, tout ce qui est plateforme numérique. Il y a beaucoup de statistiques sur le marché qui disent justement que 71% du parcours d'achat est fait de façon complètement anonyme avant même de parler à un département des ventes à l'interne. Donc ça veut dire que si tu arrives dans le dernier 30% pour parler à ton prospect, tu as tout un peu raté ce 70%-là en amont. Donc, c'est inévitable que ton positionnement sur le numérique doit être fait de façon optimale, optimisé à fond. Puis je pense que justement, le milieu industriel, le manufacturier d'ici, peut-être néglige un peu ça, ou du moins, là, il commence à le voir dû à la situation de la COVID-19 qui a mis ça un peu de l'avant. Puis l'adoption de technologie, est-ce que tu vois, toi, des enjeux par rapport à justement l'innovation marketing? Est-ce qu'il y a un blocage chez le manufacturier type? Pour quelle raison? Mais en fait, c'est toujours la même histoire de... tu sais, comme j'ai déjà parlé avec une entreprise, ça m'avait choqué, mais vraiment beaucoup. Mais bref, en tout cas. J'ai déjà parlé avec une entreprise qui me disait, nous, on est une entreprise, on fait 200 millions de chiffre d'affaires par année. Je suis comme, OK, parfait, super. Et elle me dit, mais nous, on travaille à la feuille Excel. Okay. Et là, j'étais comme, est-ce que tu as conscience que si tu avais un CRM qui fonctionnait, puis si tu avais comme des procédés un petit peu en place, etc., un petit peu d'automatisation, mais tu sais, comme on va pas chercher, je te demande pas là d'avoir ton usine 4.0, d'être certifié vitrine 4.0, etc., juste comme, tu sais, des trucs vraiment
c'est sûr qu'il y a des gens dans tes bureaux, dans ton usine, qui sont payés à faire du copier-coller de cellules Excel, là, genre... est-ce qu'on peut penser à quelque chose un peu plus... Optimiser un peu peut-être la valeur justement des employés. Puis même, j'amène un point là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de manufacturiers aussi qui considèrent mettre beaucoup d'employés, pas à la porte, mais d'engager un peu moins, tout simplement parce qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources financières, parce que ça coûte très cher. Mais alors, écoute, pour ça, je te dirais que vraiment pas, en fait. Okay. En fait, les manufacturiers, ils sont toujours en mode embauche, mais ce qui leur fait peur, on a observé, ce qui leur fait peur avec le passage, en fait, avec ce cap d'aller vers quelque chose de plus technologique, là, si je puis dire, c'est d'une part l'investissement. On s'entend qu'ils veulent avoir de l'assurance, d'avoir du retour sur investissement, etc. Mais il y a aussi une grosse partie de main-d'œuvre. Il y a aussi une grosse partie là, je veux pas détruire des emplois, ou une fois que j'aurai mes machines, ou peu importe, genre, qui c'est qui va être capable de les opérer et ou de les maintenir. Des postes plus techniques. Exact. C'est plus là où, tu sais, comme nous aussi, on a un rôle à jouer là-dedans, dans l'accompagnement et dans la transition plus numérique des entreprises. Il faut accompagner les gens sur le plancher, tout simplement, à devenir des nouveaux gens de plancher, entre guillemets. Tu sais, comme à l'époque, je te dis n'importe quoi, mais comme à l'époque, t'avais l'adjointe qui faisait son truc à la feuille de papier. En fait, c'est vraiment, pour moi, la métaphore, c'est vraiment ça. C'est genre l'adjointe qui faisait son truc à la feuille de papier avec son Rolodex, et ses fichiers, puis tu sais, ses petites pochettes carton, là. Tu sais, à un moment donné, elle a dû passer à l'ordinateur. T'as pas le choix, puis tu peux optimiser beaucoup plus ton temps, tu sais. Puis je pense que c'est là où vient l'innovation marketing, c'est d'adopter certaines technologies. Vraiment. Puis honnêtement, on va se le dire, c'est des technologies de base dans le milieu. On parle d'un CRM, puis on n'a pas besoin pour certaines PME de penser au Microsoft Dynamics, au Salesforce de ce monde qui coûte honnêtement une couple de milliers. Là, ça peut se rapprocher d'une centaine de milliers. Puis honnêtement, pour certaines PME, ça peut faire peur. Puis surtout, après la situation de la COVID-19, on a-tu envie d'investir des centaines de milliers dans notre entreprise pour un CRM quand on sait, voilà, peut-être qu'on pourrait juste le faire sur fichier Excel, puis ça va faire la job pour quelques mois. Ce que tu veux, c'est vraiment des résultats comme là maintenant tout de suite. Exactement. Mais je pense que tu mets vraiment le doigt dessus. C'est de dire, puis je pense que c'est un message qu'on doit essayer de diffuser le plus possible aux manufacturiers, qui est, tu sais, t'as pas besoin, tu sais, entre ton usine qui est vraiment zéro automatisée puis la fusée, tu sais, il y a quand même tout un éventail de choses à faire. Ouais. Donc, t'es pas obligé non plus dès demain de passer en mode comme si t'étais dans l'industrie aéronautique, tout est automatisé, puis tu sais, puis t'as plus d'humain entre guillemets là. Enfin, genre. Puis là encore une fois, je m'avance, mais bref, tout ça pour dire que tu sais, on peut y aller step by step, puis vraiment genre. Tu sais, prends ton premier palier, prends tes retours sur tes surinvestissements, puis va à ton deuxième palier, puis etc., puis crée ton cercle vertueux comme ça. T'es pas obligé de passer de 0 à 100 du jour au lendemain. Puis ça, je pense que c'est important. C'est extrêmement important. Puis on parlait justement de CRM, on parlait qu'il y a des plateformes, il y a des logiciels qui coûtent quand même très cher, puis je pense que ça va en fonction de la grosseur de l'entreprise, ça va en fonction du nombre de départements. Il y a beaucoup de belles PME ici qui font un certain nombre de chiffres d'affaires, honnêtement, puis qui est quand même assez valorisant, qui n'ont pas besoin nécessairement d'avoir ces technologies-là, puis qui peuvent avoir un CRM mid-market qu'on appelle. Ouais. D'ailleurs, il y en a un qui me vient en tête, on est partenaire avec eux, nous, à l'interne, qui est HubSpot, qui est une belle plateforme d'expérience client, qu'en soi, pour moi, ça, adhérer à cette plateforme-là, c'est innover dans le domaine du marketing. Pourquoi? Parce que ça te permet d'automatiser certaines mesures, centraliser tes données, puis ça te permet d'être aussi plus agile sur différentes façon d'adhérer au marketing, tu sais, ta publicité et tout, tu peux tout centraliser tes choses. Ouais. Donc, pour moi, ça, c'est innover au niveau du marketing. Est-ce que toi, tu vois autre chose au niveau de l'innovation marketing qui pourrait venir se joindre justement un peu à l'adoption de cette technologie-là? Ouais, là, j'ai essayé de trouver quelque chose d'intelligent à dire. Merci. Non, mais je réfléchis comme ça à voix haute. Mais c'est sûr que je dirais que le CRM, c'est quand même un must-have. Là, c'est vraiment la base. Puis de là, va découler tellement de choses. Puis ça va te permettre de prendre tellement de meilleures décisions. Puis, fait que ouais, non, je dirais quand même ça. Là, en fait, je dirais de commencer vraiment par ça. Ça pourrait être une belle façon. Puis là, on saute dans le deuxième volet, qui est la méthodologie inbound. Ça, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui connaissent cette méthodologie dans le secteur industriel, honnêtement. Pourquoi? Parce que c'est pas nouveau, mais c'est un trend word qui commence à sortir. On s'en est parlé souvent. Puis moi, je viens du marketing, par exemple. Puis j'en avais jamais entendu parler avant de parler avec vous. Là.
Ben exact. C'est parce que Puis je trouve c'est ça peu connu. tellement hot. Ben c'est super cool. Puis pour les gens qui nous écoutent, le inbound, puis on va sauter au inbound marketing, c'est quoi? Ben c'est d'attirer en fait des clients vers notre entreprise, puis pas d'y aller justement dans chercher la masse, tout simplement, chercher des gens qui n'ont pas nécessairement d'intérêt. Fait que c'est attirer, convertir, puis justement fidéliser, si on veut, là, qui vient joindre un peu à l'expérience client. Puis le inbound marketing, encore une fois, je pense que c'est ce que les entreprises industrielles en domaine B2B doivent adhérer le plus rapidement possible. Puis pour moi, c'est encore une fois une source d'innovation marketing. Pourquoi? Ouais. Parce que tu innoves dans ta façon de faire, tout simplement. Ouais. Tu n'es pas traditionnel, mais tu adhères un peu au numérique, si on veut. Puis je pense que justement, ça va permettre à certains d'aller à augmenter certaines ventes ici au Québec. Puis là, on est en déconfinement présentement. Là, ouais. Je veux dire, là, les entreprises commencent à rouvrir. Je pense que le inbound pourrait justement être une belle source d'innovation pour les entreprises. Justement, on est en déconfinement. Oui, puis non, parce que les foires et salons, les trade shows, qui sont quand même le cœur du développement d'affaires normalement des manufacturiers, puis qui est vraiment là où ils vont chercher des nouveaux clients, etc. Puis là où ils mettent tous leurs efforts finalement marketing dans avoir des beaux stands, puis faire des brochures et toutes sortes d'affaires là qu'on fait depuis 1990, no offense. Mais bref, tout ça pour dire que c'est justement tout ce budget là en fait finalement qui est gelé pour l'instant, parce que de toute manière il se passe rien. Tu sais, clairement, vous avez la capacité, enfin en tout cas le inbound marketing, a la capacité de rationaliser vraiment tes budgets marketing, puis d'aller chercher vraiment de manière plus ciblée tes gens. Fait que peut-être, Simon, pour le bénéfice de tous, tu vas expliquer un peu plus en détail ce qu'est le inbound marketing, parce que c'est vraiment intéressant. Je suis en train de me demander qui anime en ce moment, si c'est Caroline ou si c'est Simon. Mais non, oui, mais tu marques un bon point. Non, mais on se connaît bien, on se lance la balle. Mais effectivement, je pense que tu as visé juste en disant que les trade shows, toutes les foires commerciales sont annulées pour la plupart, du moins pour l'année 2020, même 2021, ça sera à voir. Beaucoup d'entreprises manufacturières reposaient sur ces salons-là pour aller chercher des leads, pour aller justement montrer leur visibilité. Là, je sais qu'il y a différentes initiatives de façon numérique qui ont été créées pour mettre des salons virtuels, si on veut, qu'en soi n'est pas une mauvaise idée, mais c'était cool, ça, c'est super cool, ouais. Puis la technologie avance à grands pas, mais après, je pense qu'il y a encore des petits bugs, puis c'est normal parce que c'est quand même... C'est un gros morceau, c'est un gros projet à effectuer. Mais justement, le inbound, puis même, ça m'amène à un point où on va parler du account-based marketing, qui est principalement sur des comptes cibles, avec la publicité hyper ciblée, qui va aller vraiment cibler les entreprises qu'on veut, les prospects qu'on veut. Ben tout ça va vraiment venir... je veux pas remplir un gap dans le manque de ressources traditionnelles qui est les trade shows. Comment? Ben, il y a plusieurs façons, puis tout est basé sur le contenu. Donc, c'est d'attirer justement les prospects qu'on veut avec un bon contenu valorisant, tout simplement. Oui, via les fameux médias sociaux. Oui, via le email. Faut pas négliger. On a tendance à dire que l'email, c'est archaïque. Pas du tout. Il est encore extrêmement utilisé. Ça fonctionne bien, puis il faut bien le faire aussi. Il faut pas non plus achaler les gens. Puis c'est là, ça me revient un peu au bon contenu, puis à la méthodologie inbound. Je pense que c'est important de ne pas achaler les gens, mais de vraiment aller atteindre avec un contenu qui va leur parler, résoudre un problème, arriver avec une solution. Puis c'est comme ça que ton prospect, au final, il va adhérer. Je reviens à ma statistique, 71% du parcours d'achat est fait de façon complètement anonyme. Ça veut dire que, si on l'arrondit, là, 70% de ce parcours-là, tu dois venir cibler ton prospect avec du contenu attrayant. Peu importe la plateforme, que ce soit email, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit de la publicité quand même assez ciblée, tu dois venir valoriser justement ta solution à ton prospect. Puis ceci étant dit, je pense que cette méthodologie inbound-là, innover dans cette méthodologie-là, va te permettre justement d'aller augmenter tes ventes, augmenter tes commandes, va te permettre aussi d'être visible, d'être beaucoup plus visible que juste attendre qu'ils viennent à toi, qui est anciennement la méthodologie outbound. Donc, inévitablement, innover dans ce milieu-là. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Simon, savais-tu qu'en moyenne, je ne sais pas si la statistique est toujours valide, mais bref, en tout cas, c'est ça qu'on disait à l'époque. Savais-tu qu'en moyenne, il faut qu'un prospect soit exposé 5 fois à ton contenu avant qu'il décide de prendre action? Très bon point. Donc, 5 fois, ça en fait quand même des relais. Dans un monde actuel qui est aussi bruyant, où comme tout est disponible sur Internet, le meilleur comme le pire, il faut que tu sois quand même un peu intelligent pour sortir du lot, puis pour pas faire du bruit pour faire du bruit, mais comme quand t'as pendant 2 secondes l'attention d'une personne, t'as quand même envie d'être pas mal pertinent.
Carrément. Mais t'as pas le choix. Aujourd'hui, t'as pas le choix. On parlait de la vitrine numérique, les gens sont que là-dessus. Puis on se déplace beaucoup moins, on parle de la vidéoconférence. Tout le monde est sur des technologies, tout le monde est sur le numérique. Puis tu marques un bon point, 5 fois, c'est quand même beaucoup. Puis il y a différentes façons dont on est capable d'aller chercher l'intérêt des gens. Que ne serait-ce que ça soit sur ton site web, d'avoir des call to action, donc des petits onglets, là, en fait, là, qui amènent à l'action, là, le prospect à prendre action, tout simplement, avec peut-être un e-book à télécharger, peut-être un document à télécharger, des tech sheets, des spécificités de ton produit qui peuvent être intéressantes à faire. Puis ça, on va en reparler aussi dans le podcast, on va parler d'un gros volet site web, on va avoir aussi un gros volet inbound qu'on va rentrer en détail là, avec mon associé Anthony, là, qui est le stratège et le brain de l'entreprise. Mais aujourd'hui, quand on parle d'innovation marketing, c'est surtout de rester quand même assez comme high skill, généraliste, dans la mesure que ça n'en prend pas tant que ça pour juste adhérer à une première phase d'innovation marketing. Il faut juste approprier les concepts, entre guillemets. C'est vraiment juste des notions de base. Puis c'est presque plus comme une démarche c'est ça, une démarche, une culture à adopter plutôt que, comme des trucs super compliqués, de la super technique. Puis t'as pas besoin, en fait, ce qui est génial avec cette discipline-là, si je puis dire, c'est que t'as pas besoin au début là d'être un énorme technicien. Enfin, c'est beaucoup de essais-erreurs, c'est beaucoup de tu testes des choses, c'est presque c'est vivant comme matière. Donc tu sais, genre ce qui est vrai pour toi sera pas nécessairement vrai pour ton voisin. Mais tu sais, c'est quand même cool de parler avec ton voisin parce que il va être capable de te dire tu sais, comme moi j'ai testé ça, tu sais, tu peux le tester mais je te recommande pas pour telle et telle affaire. Exactement. Donc, puis je pense que tu pourrais peut-être nous en dire un peu, mais dans le domaine faut tout qui se parle. Autant, entreprise en entreprise, mais inter-entreprise, le département des ventes, le département du marketing, le département des opérations doivent se parler, qui est un peu l'essence un peu du 4.0, l'interconnectivité un peu de c'est pas juste les machines qui doivent se parler. Exactement, mais on a tendance à penser ça. Hein? Puis innovation, on va penser à quoi? Innover sur un nouveau produit. Puis 4.0, c'est quoi? C'est l'interconnectivité de la machinerie. Oui, puis c'est la raison pour laquelle on a appelé le podcast Expérience 4.0, parce que pour nous, le 4.0, c'est l'expérience client au grand complet, qui, touche la machinerie, les opérations, mais qui touche aussi tout le volet un peu externe, si on veut, tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente. Les départements doivent se parler aujourd'hui, qui est aussi l'expérience client. Puis adopter certaines technologies va pouvoir permettre de mieux communiquer à l'interne, puis aussi diminuer certains coûts d'opération qui peuvent, encore une fois, revient aux tâches un peu répétitives des fichiers Excel, mais ça va permettre justement d'être beaucoup plus efficace. Fait que tout ce qui est efficacité opérationnelle, c'est non seulement vrai au niveau de la machinerie puis au niveau de la production, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui est département, là, marketing, vente, service, là, si on veut. Oui, mais en fait, j'avais une discussion il y a quelques semaines avec un manufacturier. D'ailleurs, j'étais assez surprise parce que c'est souvent, d'ailleurs, quand on parle manufacturier, on pense vraiment les manufacturiers B2B, genre les boulons qui vont dans les ailes des avions, ou je dis n'importe quoi, mais bref, vous voyez, tu vois de quoi je parle. Carrément. Alors qu'il y a aussi tout un pan du manufacturier qui est aussi dans le B2C. Je veux dire, cette table a été faite par un manufacturier. Je veux dire, nos cuisines sont faites par des manufacturiers. Les vêtements, c'est aussi des manufacturiers, etc. Même s'il n'y en a plus beaucoup au Québec, mais ça, c'est un autre débat. Bref. Ça sera un autre sujet de podcast à ce moment-là. Exact. Mais donc je discutais avec un manufacturier donc dans le B2C qui est spécialisé dans les produits pour enfants. Puis je sais plus comment on arrivait à cette conversation là, mais je lui dis mais oui, je lui ai dit tu veux que tes gens du marketing puis tes gens des ventes ce soient tes best buddies parce que genre ils doivent se parler toute la journée. Tes gens des ventes, c'est ceux qui vont être capables de te dire ben regarde, moi sur le terrain au contact des clients, j'entends que c'est ça les besoins. J'entends que c'est ça les problèmes que l'on doit régler. J'entends que c'est ça la tendance. Puis ça, tu dois le remonter à tes gens du marketing. Puis les gens du marketing, eux, doivent ensuite développer des outils qui vont venir servir les gens des ventes et en fait créer une synergie entre ces deux-là. Puis encore une fois, le fameux cercle vertueux. Mais même eux, les gens du marketing et les gens des ventes doivent aussi parler aux gens de la production pour dire, ben regardez, en ce moment, on s'en va vers telle affaire. Et en fait, donc quand je lui ai dit ça, je lui ai dit vraiment, tes gens du marketing et des ventes doivent être les best buddies. C'est pas les gens des ventes qui disent aux gens du marketing, fais-moi une brochure. Puis c'est pas non plus les gens du marketing qui disent aux gens des ventes, voici la brochure, voici les messages, c'est ça que tu dois vendre ce mois-ci. T'sais. Exact. Genre, ni l'un ni l'autre marche. Mais écoute, j'ai eu l'impression de l'avoir révolutionné sa journée, hein. Ou même son année peut-être même, parce qu'il était comme, ah ouais.
Bon, ben exactement. C'est des micro-détails. C'est des micro-détails comme ça qui, pour nous... qui font la différence. Ben, qui font la différence. Puis pour nous, pas que c'est banal, mais tu sais, on vit tellement là-dedans, puis on voit des fois des cas de figure vraiment prochain niveau. Mais comme des fois, on en voit que même nous, à l'interne, on a réalisé ça. Il suffit de tracker les emails. D'être capable de suivre l'ouverture des emails, puis de suivre un peu qui va sur ton site web, puis qui télécharge telle pièce de contenu. T'sais, pour nous, c'est comme un no-brainer. C'est classique. Parce on est là-dedans. On est dedans. On a vécu avec ça. Mais pour une entreprise manufacturière qui ne connaît pas nécessairement ça, puis ce qui est tout à fait normal, ça vaut la peine des fois de leur dire comme, hey, il y a peut-être ça qui pourrait être intéressant pour vous. Vous avez de la difficulté à faire certains suivis. Des fois, vous oubliez certains suivis avec des gros clients, ou vous avez de la difficulté justement à adhérer à une certaine automatisation de contenu là, pour essayer de lui vendre la solution, tout simplement. Ben, il y a quelque chose qui peut s'offrir à vous à un coût vraiment intéressant, puis que ça va être une première étape, justement, à cette transformation numérique-là. Puis juste adhérer à cette transformation-là, ben, c'est d'adhérer à une première phase d'innovation marketing. Puis je pense que c'est assez important, puis faut réussir à démocratiser l'innovation marketing. Mais c'est vraiment ça ce que tu dis, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation, comme tu disais. Des fois, les gens n'ont même pas conscience qu'on est capable de faire des petites affaires là, que maintenant tout est automatisé kind of là, mais bref, ça pour dire comme des fois c'est juste un clic là, ça te demande pas non plus, encore une fois je reprends ma métaphore de la fusée là, mais des fois ça te demande pas non plus des gros efforts, c'est juste un clic parce qu'il existe un logiciel pour le faire ou parce qu'il existe une solution pour le faire, etc. Et d'ailleurs ça me fait penser, j'ai eu la chance une fois dans le cadre d'une des rencontres qu'on organise nous entre membres, d'être assise autour d'une table où et c'était très drôle d'ailleurs, entre des gestionnaires, des directeurs en fait expérimentés, genre 30 ans d'expérience dans le manufacturier, qui travaillaient pour une grande entreprise dans l'agroalimentaire. Et de l'autre côté, j'avais des jeunes, des milléniaux, qui travaillaient pour une grande entreprise dans l'aéronautique. Et en fait, donc, les deux ensemble visaient, puis j'avais une autre personne aussi dans l'aéronautique, mais bref... donc tous les gens autour de la table visaient à échanger sur les meilleures pratiques en matière d'automatisation des processus et comment on peut améliorer justement l'expérience client, etc. Et écoute, c'était vraiment drôle parce que je reviens à cette histoire de il faut que les gens se parlent, puis c'est important d'éduquer les gens. C'était vraiment drôle parce que les gens de l'agroalimentaire, ils étaient, nous on a bien la misère à faire passer notre case study auprès de la haute direction parce que tu sais ils nous demandent tout le temps des KPI sur le ROI, etc. Puis on a comme on n'arrive pas forcément à leur démontrer par A plus B que genre là maintenant tout de suite ça va avoir un gros retour sur investissement. Et de l'autre côté, et donc, il disait, ouais, mais aussi, nous, on n'est pas comme vous dans l'aéronautique où tout est vraiment à la pointe de la technologie, etc. Il dit, nous, on est dans une industrie vieillissante et tout et tout. Et là, en fait, moi, j'ai jumpé dans la conversation, puis je leur ai dit, mais en tout cas, si je peux vous ramener mon lot au moulin, là, de l'eau au moulin, je veux juste vous dire comment ça se passe chez une grande institution financière, qui sont pas membres ni partenaires, mais bref, en tout cas, c'est juste que je sais. Puis je leur ai dit, il y a pas plus vieillissant comme industrie que l'industrie bancaire. Puis pourtant, il y a quand même des très beaux cas de réussite. Puis je leur ai expliqué comment ça se passait et tout. Puis les autres gens de l'aéronautique leur ont expliqué comment ça se passait chez eux. Puis au final, les gens de l'agroalimentaire, que ça fait 30 ans qu'ils font ça, ils se sont dit, tu sais, je pense qu'ils sont repartis avec quelque chose. Puis ils se sont dit, c'est vrai, j'avais pas conscience qu'on pouvait le faire comme ci, ou j'avais même pas conscience que ça existait, ou etc., etc. D'où l'importance vraiment de faire en sorte que les gens se parlent, puis ce gros travail d'éducation finalement. C'est extrêmement important. Qu'on fait là. Qu'on fait en ce moment, qu'on en parle, puis c'est aussi de pas avoir de filtre trop dans la mesure qu'il faut aussi réussir à parler le même langage que ces entreprises-là, parce qu'au moment qu'on commence à être un petit peu trop, puis je sais, des fois, on embarque dans le inbound marketing, on rentre dans le account-based marketing, on commence à rentrer dans des termes techniques, on peut les perdre facilement. Puis tu sais, moi, je reviens un peu aux sources, qui est d'adopter ces
technologies-là dans un premier temps. Puis quand on parle de ces technologies-là, ça peut être tout simplement un CRM, ça peut être une belle plateforme qui centralise tes données, qui ne coûte pas très cher, mais qui permet justement de permettre à tous les départements de se parler. Puis on parlait aussi de KPI, tout ce qui est un peu de données qui va un peu convaincre ton retour sur investissement, ton ROI. Pas facile au niveau du marketing. Par contre, à l'adoption de ces technologies-là, on est capable d'au moins affirmer que tu vas gagner en efficacité opérationnelle si sont bien utilisées. De là où vient la formation. Puis pour moi, la formation était pas négligée, mais honnêtement, on y pensait un peu moins. Mais de plus en plus d'entreprises, je pense, ont envie de se rendre autonomes, ont envie de savoir comment faire les choses. T'as pas le choix. La situation de la COVID a impacté tout le monde qui doit travailler de la maison. À un certain moment donné, t'as plus accès à des ressources externes. Tu peux pas aller te déplacer un peu partout pour aller justement chercher des connaissances. Là, tu te fais à distance. Puis la formation sur certains outils peut devenir très, très, très intéressant. Puis c'est pas non plus sortir des sentiers battus. Il y a des choses quand même assez simples qui se font très bien en peu de temps. Puis pour moi, investir en formation est aussi une autre forme d'innovation. Tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que l'un ira forcément avec l'autre. Tu peux pas vouloir disrupter ton marché, puis tu sais comme innover jusqu'à un certain point sans avoir des gens à l'interne qui vont pouvoir ne serait-ce que émettre des idées puis en plus porter ces innovations-là. Fait que c'est sûr que ça va passer par de la formation. Encore une fois, par l'éducation des gens. Exactement. Savoir qu'ils ont tout un monde qui s'ouvre à eux. Oui, puis tu sais, c'est de se rendre autonome au final, puis de justement adhérer certaines connaissances. Puis j'en parlais justement dans le premier épisode, on parlait de ça avec Carl Fugère du REAI, qu'au final, c'est des fois, pour adhérer à une première phase de transformation qui peut paraître immense, souvent ce qui freine, c'est des fois le manque de connaissances, c'est de pas nécessairement être au courant de moi, vraiment ce que c'est. On parlait de 4.0. Mais c'est pas juste la machinerie, c'est tout, en fait. C'est tout, puis c'est peu connu. Le marketing, on pense encore que c'est uniquement de la publicité, mais le marketing aujourd'hui, c'est de l'expérience client. C'est tout. En fait, ça englobe les ventes. Les départements de vente marketing doivent se parler. Donc, puis pour nos petits manufacturiers, là aussi, comme je les appelle affectueusement, mais c'était à la limite, je vais dire, comme on s'entend qu'avant la crise, mais de toute façon, ça reste un peu toujours d'actualité, le problème principal, c'était la pénurie de main-d'œuvre. Les manufacturiers n'arrivaient pas à recruter et par ailleurs, les manufacturiers qui sont en région n'arrivent toujours pas à recruter. Parce que de toute manière, la Covid n'a rien changé, mais bref, ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que, à la limite, si vous n'êtes même pas convaincu du marketing pour vos clients, pensez même en termes de faire connaître votre entreprise pour que vous soyez juste dans la tête des gens quand ils vont chercher du travail. Parce qu'à un moment donné, ils vont arrêter d'être sur la PCU là aussi. Mais ça va se finir là. Mais voilà, c'est ça. Donc le marketing, il y a tellement de bénéfices que, comme on le disait, c'est vraiment une démarche de l'entreprise au complet. Il y a tellement de bénéfices à être tellement orienté client, orienté solution vers les clients. Puis même, je veux dire, tu sais, comme si t'es toujours focusé sur ton produit, fine. Mais alors à ce moment-là, tu sais, comme va chercher ton information directement à la source, c'est-à-dire auprès de ton client, puis tu vas voir que tu vas développer tes ventes pareilles en fait. C'est vrai, mais c'est vrai que au final, puis j'amène un point, je pense, c'est pas bon non plus d'être uniquement focalisé sur son produit parce que là, on perd un peu toute la sphère de l'expérience client au grand complet qui est justement répondre, aux solutions du client, aux futurs clients, mais aussi des futurs employés que tu vas avoir de besoin. Ta visibilité aussi, ta valeur d'entreprise, puis c'est de mobiliser tout le monde pour adhérer justement à ce sens d'innovation-là pour amener une plus-value à l'entreprise. Tu sais. Puis tu disais tantôt, je voudrais juste revenir sur un truc que tu disais tantôt, sur le fait qu'on avait du mal à tracker. Comment t'as tourné ça tout à l'heure, mais de dire qu'on avait du mal à comptabiliser quand est-ce que, tu sais, genre, pas l'efficacité du marketing, mais tu disais que, tu sais, au final, ça... Les KPI reliés au retour sur investissement investi dans le marketing. Mais en fait, tu sais, comme, oui puis non, encore une fois, moi, je me bats vraiment au quotidien là-dessus, mais c'est juste, encore une fois, je me rends compte, un travail d'éducation, de leur dire, mais en fait, tu sais, genre, regarde ton exposure, puis regarde ton exposure par rapport à, mettons, il y a 6 mois ou il y a 1 an, ou regarde ton trafic, ou regarde ce genre de choses-là. Puis moi, ce que je dis souvent, c'est on n'est pas capable, encore une fois, je reprends les 5 fois où tu dois être exposé à un contenu avant de te faire une tête sur « OK, je vais faire quelque chose » avant de passer à l'action. Mais moi, je dis tout le temps, on n'est pas capable ou peu capable de traquer le nombre de fois
en fait, tout ce qui s'est passé avant que ton petit monsieur ou ta petite madame décide de passer à l'action. Mais, tu sais, on est 100% capable de traquer, genre, par où ça arrive et tout. En tout cas, si t'as la bonne structure. Donc, quand même, on a quand même des choses qui viennent soutenir notre propos, puis des données concrètes, puis des courbes. Moi, je te dis, j'envoie des courbes et des données à ça devant l'entreprise. On dit, voilà, regarde. Objectivement parlant, c'est ça ça ressemblait à ça il y a un an. Regarde le nombre de gens qui sont exposés à notre marque aujourd'hui. Enfin voilà. Puis tu sais, tranquillement, pas vite, je fais mon chemin, mais c'est tout basé aussi sur les besoins, sur l'objectif, dans la mesure aussi, où tu sais, comme si on veut vraiment accroître les ventes, puis une entreprise peuvent ne pas vouloir regarder les données sur la portée de leur publication ou la portée ou la visibilité de l'entreprise. Eux, c'est vraiment uniquement axé sur les ventes. Mais on va peut-être vraiment là, aller chercher des données, des KPI, là, comme des résultats qui vont vraiment être axés uniquement là-dessus. Par contre, encore une fois, je pense que tu marques un bon point. Il ne faut pas juste mettre tous les œufs dans le même panier puis de regarder uniquement ça parce qu'en faisant ça, tu vas négliger un peu tout ce qui est l'expérience client au grand complet. Puis ça, il y a beaucoup de données reliées à ça. Puis c'est de justement voir les bénéfices de chacun au résultat de ton ROI, tout simplement. Puis surtout dans le B2B, on le sait, c'est beaucoup plus, ton coût d'acquisition est beaucoup plus important que de faire grossir un client. Fait que tu as tout intérêt à, quand tu arrives à décrocher un client, tu as tout intérêt à lui faire vivre la meilleure expérience de sa vie, tu sais. Puis parce qu'en plus même, tu sais, on le sait, là, les processus sont longs dans le B2B et tout. Fait que t'as pas le goût, là, d'avoir 50 fournisseurs puis de recommencer 50 fois le processus puis de leur expliquer. Alors, chez nous, la spécificité, c'est que, genre, il se passe telle et telle affaire. Exact. Fait que, tu sais, c'est juste dans l'intérêt de n'importe quelle personne, dans le fond, qui travaille en B2B, que quand tu arrives à attraper une personne, mais tu sais, fais-lui vivre la meilleure expérience de sa vie. Non, là, pas genre, le choix. fais-le parler. Les gens aujourd'hui, puis je pense que les gens le savent, on est de plus en plus paresseux, dans un certain sens. Par contre, on est de plus en plus exigeant. Donc, on, pour le moins de temps possible, on investit dans la recherche, dans la quête de quelque chose, on va avoir le meilleur résultat possible. Puis dans tout ça, il y a certaines personnes, on peut les catégoriser, qui vont être prêts à payer quand même assez cher pour quelque chose, puis il y en a d'autres que non. T'sais, pour eux, ça vaut pas ça ou quoi que ce soit. Ben, tout ça, toute cette stratégie-là en amont doit être pensée. Puis il faut le savoir. T'sais, si ça prend 15-20 clics ou 15-20 tourne ici, tourne à gauche, tourne à droite avant d'arriver à ta solution qui va être en fonction du besoin du client, ben là, tu viens de le perdre. Parce que les gens, encore une fois, sont de plus en plus paresseux, de plus en plus exigeants. Puis encore plus, si ton produit ne satisfait pas ses besoins, ben là, il reviendra probablement jamais à ton entreprise. Non, c'est ça. Donc, c'est de penser ça aussi en amont, puis de justement suivre le parcours d'achat, là, le parcours client, si on veut, de A à Z avec plusieurs outils. Puis encore une fois, on revient à l'adoption de technologie, mais aussi à cette stratégie-là qui n'est pas à négliger. Puis je le répète encore une fois, puis je pense que je vais le dire à chaque épisode. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, à l'année 2020, le marketing n'est plus uniquement une guerre stratégique, mais c'est aussi une guerre technologique. Donc, adopter les bons outils, mais la stratégie n'est aucunement négligée parce que sans un ne va pas... Oui, tout à fait. On se comprend. Si tu peux pas avoir une stratégie pour avoir une technologie aujourd'hui, mais si tu as juste les technologies, mais tu penses pas à comment bien l'utiliser, à bien l'adopter, puis avoir une bonne stratégie en place, ben tes technologies ne servent à rien. T'sais. Puis je pense que justement, puis on pourra finir là-dessus, mais innover aujourd'hui, c'est aussi d'adopter les bonnes technologies avec une bonne stratégie en amont. Ouais, c'est beau quand tu parles, Simon. J'apprécie. C'est beau les mots qui sortent de ta bouche. Pour finir là-dessus, ben je vais te finir par toi, tout simplement. Pour toi, l'expérience client, c'est quoi exactement? Eh boy, c'est une question plus large carte que ça. sur table. Non, l'expérience client pour toi, Caro, c'est quoi? Pour moi, l'expérience client, c'est... Mais dans le fond, je te dirais que c'est une conversation, je vais y arriver, une conversation permanente, en fait, avec ton client. Donc, juste s'assurer de toujours être présent pour lui, puis de toujours avoir les vannes ouvertes pour qu'il ait la possibilité aussi de te parler. Et pour faire ça, t'as besoin d'outils, donc t'as besoin à l'interne d'avoir une certaine technologie, d'avoir les gens qui se parlent, t'as besoin d'avoir une culture où les gens se parlent tout simplement, où les machines se parlent et en fait où il y a le plus de rétroaction parce que tu sais, comme tu l'as dit, aujourd'hui là on n'a plus envie de perdre notre temps, on est paresseux, on n'a pas le temps, on est surbombardé d'informations, donc tu sais, assure-toi que dès que t'as une personne qui mord, tu sais, assure-toi d'instaurer un dialogue dès le début. Puis c'est un peu ça
toute façon, toute l'orientation aussi de la communication, en règle générale, s'oriente vers là. Mais assure-toi que dès le début, il y ait cet espace de confiance qui se crée, puis que les gens se sentent à l'aise de parler. Puis par les gens, j'entends surtout ton client, là, que tu sois à l'écoute de ton client, puis que tu sois responsive à ce qu'il va te dire. Magnifique. C'est beau. Magnifique. Non, mais c'est très bien. Caro, merci. Ben, un grand merci à toi, Simon. Merci beaucoup. J'envoie les personnes, honnêtement, si vous écoutez, vous êtes vraiment dedans, puis vous avez envie d'écouter les prochains épisodes, vous pouvez rejoindre notre site web j'en ai oublié un, www.lacoste.com/podcast. Puis sinon, ben pour Caroline, si jamais vous êtes intéressé un peu envers les services du MEC, juste aller regarder meq.ca tout simplement, puis vous allez avoir des informations. Vous pouvez la contacter directement aussi. Ça va faire un plaisir. Tout à fait. Ouais, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Oh oui, mais je pense que vous offrez des très bons services, un très bon accompagnement. Avec Lacoste. Beaucoup d'accompagnement pour les entreprises manufacturières que vous offrez. Puis allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment cool ce que vous faites. Puis sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée ou une bonne journée ou une bonne nuit, tout dépendant quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Puis à la prochaine fois.